L'actualité ce lundi, l'ouverture de la première session parlementaire du Parlement de la 3e République de Côte d'Ivoire. En première ligne de cette rencontre, un seul point, le discours inaugural du président de l'hémicycle. Il a appelé au pardon et à la cohésion dans tout le pays. À Azaguié, dans l'Agnébi-Tiassa, la paix est revenue après des affrontements qui ont fait 3 morts et de nombreux blessés. En cause, la répartition des places de vente au corridor entre femmes autochtones et halogènes. 80 000 logements sociaux en construction à Yopougon, dans le nord d'Abidjan. Le chantier interrompu depuis plusieurs mois a maintenant repris. Le ministre de la Construction assure que les travaux seront menés jusqu'à terme. Explosion ce lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg en Russie. Au moins 10 personnes tuées, des dizaines de blessés. La déflagration s'est produite dans un wagon entre 2 stations du centre-ville. Lundi 3 avril, bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Ouverture de la première session parlementaire du Parlement de la 3e République de Côte d'Ivoire. C'est la première fois que les 255 députés élus en décembre dernier se retrouvent. Un seul point à l'ordre du jour, le discours inaugural du président de l'Assemblée nationale, Michel Digré. Je veux ici m'adresser à ceux de nos compatriotes qui se sont enfermés dans un autisme moral total. Je les appelle au pardon. Il est temps qu'ils ouvrent leur cœur comme nous ouvrons les nôtres. Qu'ils demandent pardon comme nous demandons pardon nous-mêmes. Des paroles fortes pour faire bouger les lignes du pardon et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est l'exercice auquel s'est livré le président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session ordinaire du Parlement. Mais pour y arriver, Guillaume Soro soutient qu'il faut agir sur plusieurs leviers socio-économiques, mais surtout sur celui de la justice. Il est par conséquent nécessaire qu'au plan interne soit conduit de manière sereine mais diligente l'ensemble des processus judiciaires en cours afin de donner au chef de l'État lui-même les moyens juridiques lui permettant de clore politiquement le chapitre le moins glorieux de notre histoire par des gestes concrets qui consacrent le pardon et au-delà la réconciliation des cœurs et des esprits. La réconciliation au cœur de la première législature de la 3e République, les députés souscrivent à ce projet. Nous sommes heureux de constater que pour cette législature, ce thème-là soit au centre du discours du premier responsable de cette institution. Mais il faut aller au-delà des discours. Il faut faire en sorte que dans les meilleurs délais, ce chantier-là soit emprunté par le gouvernement. À partir d'aujourd'hui, moi je me considère en tant que député comme en mission pour la réconciliation nationale. Nous avons un patrimoine commun qui est la Côte d'Ivoire. Ensemble, quelles que soient nos options politiques, quels que soient nos choix idéologiques, religieux, nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous sommes condamnés à nous pardonner. J'espère que l'Assemblée nationale et les élus de la nation s'en inspireront et que chacun de nous voudra, en tout cas en 2017, faire en sorte de prôner donc le pardon, la réconciliation et agir conséquemment. L'ouverture de cette session parlementaire a donc été marquée par l'appel au pardon. Les réactions des députés après ce discours inaugural. C'est un discours aujourd'hui inaugural émouvant. Nous constatons que cela augure effectivement d'un vaste chantier qui nous attend, le chantier de la réconciliation vrai. Il est temps que nous puissions nous pardonner les uns les autres, que nous puissions laisser nos appartenances politiques, je dirais, pour que nous voyions l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. C'est un message notamment à la réconciliation et le second message qui est également un message à la fonction parlementaire dont nous sommes conscients. Et il faut retenir que le peuple nous a confié une mission et cette mission parlementaire, nous sommes conscients que nous devons l'exercer de façon pleine et entière dans l'intérêt des populations et dans l'intérêt de la nation tout entière. Il a si bien dit, nous devons
essayer d'enlever tout ce qui est haine dans nos cœurs, afin que le pays aille de l'avant. Ce qu'il faut retenir, c'est le mot pardon. Le mot pardon, nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais on ne peut bâtir une nation forte sans se réconcilier, sans le mot pardon. On a connu la guerre, mais il faut qu'on franchisse un pas, il faut qu'on aille de l'avant. Et c'est par le pardon, par la réconciliation, qu'on va créer la cohésion, on va créer le rassemblement de tous les Ivoiriens au chevet de l'État. C'est un discours assez substantiel qui contient beaucoup de bonnes choses. Maintenant, nous prions Dieu afin qu'il puisse lui donner tout le soutien nécessaire et les moyens nécessaires afin d'arriver au bout de ces projets-là, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui en profitera, puisqu'on ne peut rien bâtir de solide, de sérieux et de concret s'il n'y a pas de cohésion, s'il n'y a pas de paix. Le président de la République, c'est le père de tout le monde. Il a ses enfants. S'ils ont fauté, à un moment donné, s'ils ont été punis, et que le président de la République a fait un geste fort pour libérer ses enfants, pour qu'on aille tous véritablement dans la paix et dans la réconciliation. À Azaguié, dans l'Agnébi-Tiassa, les communautés Abé et Malinké ont fumé le calumet de la paix après des semaines de conflits. Une paix retrouvée grâce à une médiation de 2 jours menée par la délégation du médiateur de la République. Les autorités se sont engagées à réparer les torts subis par les communautés. Gabriel Zani. Habituellement animé, le corridor d'Azaguié est vide depuis le lundi 13 mars. Des tables, des caisses étalages de fruits et légumes renversés, brisés en morceaux. C'est tout ce qui reste d'une bagarre entre commerçantes. Une bagarre consécutive à des disputes entre jeunes de différentes communautés a mis à mal la cohabitation à Azaguié. La situation n'a pas laissé indifférent le médiateur de la République. L'institution a dépêché une mission dans la ville. Le médiateur m'a instruit de venir avec une délégation, entendre les uns et les autres et prêcher cette bonne nouvelle qui est le vivre ensemble. En plus des dégâts matériels, les affrontements ont fait 3 morts et des blessés. Les familles éplorées ont reçu la visite de la délégation. Revenir sur ce qui n'a pas trop marché, on ne sait pas si c'est encore jeter l'huile dans le feu. Bon, je pense qu'il y a assez de démarches qui ont été faites. Donc c'était pouvoir amener la communication, la cohésion entre les deux communautés. Nous pensons que cette démarche va nous ramener la paix. La paix que nous avons vécue si très longtemps à Azaguié. Le coup a été dur. Et aujourd'hui, le passage du médiateur nous a reconfortés. On a constaté avec foi l'attachement que la République a pour ses fils. Dans la recherche de solutions, l'équipe de médiation associe aux visites de consolation les séances d'écoute des différentes communautés. Objectif, trouver la racine du mal. Ils ont ouvert leur cœur. Si moi je le disais à leur place, peut-être que ça ne serait pas sincère. Chacun a parlé sincèrement. Ce qui lui a fait mal, ce qu'il vivait et qui le dérangeait. Alors aujourd'hui, devant le médiateur, chacun s'est exprimé, chacun s'est expliqué. Je pense que les rancœurs sont finies et les clameurs vont se taire et se taire pour toujours. Ça fait longtemps que nous vivons avec les Abé et la cohabitation a toujours été fraternelle. Avec leurs parents qui nous ont donné une partie de leur terre, nous nous sommes installés ici. Moi, mon père est venu ici en 1918, ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous sommes tous nés ici. Nous ne connaissons qu'Azaguié, nous n'avons pas un autre village, ce n'est pas Azaguié. Aujourd'hui, ce qui se passe nous inquiète tous. Et ce que nous demandons, c'est que cette population Abé comprenne que ceux qui vivent avec eux ne sont pas leurs ennemis, nous sommes plutôt leurs amis. Et que s'il y a des histoires entre nous, qu'on essaie de laver le linge sale en famille. Les rues d'Azaguié portent encore les stigmates des affrontements qui, selon les témoignages, sont les conséquences d'une série de bagarres entre femmes et entre jeunes sans grand fondement. Les écoles, les établissements secondaires fermés au moment des faits ont rouvert. Les enseignants sont là, les élèves aussi, mais tout le monde n'est pas là. Aussi bien au niveau des élèves qu'au niveau des enseignants. Une reprise timide mais rassurante pour professeurs et élèves. On est content de venir à l'école pour venir étudier. On veut que l'année se passe bien. L'école n'est pas le seul secteur à avoir subi les affres du conflit.
Le transport l'a été aussi. C'est pourquoi l'équipe de médiation a invité les parties en conflit à une réunion conjointe à la sous-préfecture, un espace neutre pour sensibiliser au pardon. Nous vivons toujours ensemble. Et moi, ce que je vais dire après le passage, moi, je vais demander à ma population, qui était meurtrie hier, mais qui a tout abandonné, on doit faire une caravane de paix, une marche de la paix, pour leur prouver que nous sommes sincères et que nous avons tout fini, nous avons tout abandonné. La réconciliation, c'est d'amener les jeunes, les abbés, les vieux, pas les jeunes, c'est d'amener les vieux à rencontrer les vieux de la gare pour qu'on discute, pour qu'on essaie de trouver un terrain d'entente pour que cela ne revienne plus. Restaurer un climat de confiance entre les abbés et Malinké s'inscrit en premier sur la liste des priorités selon le médiateur. Il faut que des mesures d'accompagnement soient prises au niveau les plus élevés. Par exemple, nous avons pu obtenir la levée du couvre-feu, c'est bien. Mais certains commerçants ont tout perdu. Certaines personnes portent encore des balles. Il faut que nous trouvions des voies et moyens pour les soigner et les guérir. La vie reprend à Zaguié. Seulement voilà, les populations appellent de tous leurs vœux l'installation d'un commissariat de police pour renforcer les capacités de la brigade de gendarmerie. Le désarmement des jeunes demeure aussi une préoccupation majeure des responsables coutumiers et administratifs, car ce conflit a démontré que de nombreuses armes à feu circulent encore à Zaguié. À Adiaké, on parle aussi des bienfaits de la concorde, de la fraternité et de la cohésion. Le sujet a été développé à la Grande Mosquée. Le Conseil supérieur des imams de la région du Sud Comoé a mené une cérémonie religieuse dans le but de prier pour le retour de la paix dans la localité et aussi pour le développement de la Côte d'Ivoire. Pargasso reconnaît. Cours de la Grande Mosquée d'Adiaké. Ici, imams, prédicateurs et fidèles musulmans de la région du Sud Comoé réunis pour prier pour la paix, la fraternité et la cohésion. Ces guides religieux, à travers cette prière, entendent apporter leur contribution à la réconciliation à Adiaké au regard des derniers événements survenus dans cette localité. Le message aujourd'hui, c'était le message d'apaisement. Nous avons profité en même temps prier. Prier pour les habitants d'Adiaké, prier pour nos autorités militaires, et prier aussi pour le premier responsable de la Côte d'Ivoire, qui est le président Alassane Dramane Ouattara. L'occasion pour le préfet du département d'Adiaké et pour le cheikh Adiatou Sanogo, imam de la Grande Mosquée de Grand Bassam, par ailleurs, président du Conseil supérieur des imams Kozim du Sud Comoé, d'inviter les populations et surtout l'ensemble de la communauté musulmane d'Adiaké à prôner autour d'elle les valeurs de solidarité, de paix et d'amour. 500 imams qui sont venus de 4 coins du pays, du Sud Comoé. Les prières qu'on vient de faire là, pour ici, que Dieu exauce nos prières. La religion musulmane n'est pas ce que les gens pensent d'elle. Mais c'est nous qui allons montrer que la religion musulmane est une religion de paix, d'unité et de cohésion. Au cours de cette cérémonie religieuse, une conférence sur les bienfaits de la concorde, la fraternité et la cohésion a été développée par l'imam Yassina Sissoko. L'ambassadeur de la République populaire de Chine a reçu à son domicile la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mariatou Koné. Cette rencontre avait pour but la remise d'un chèque de 15 millions de francs CFA pour soutenir les actions menées par le ministère dans le cadre de l'autonomisation de la femme. La police nationale formée sur les questions de droits de l'homme. C'est la deuxième phase du projet de renforcement de capacités initié par le programme des Nations Unies en Côte d'Ivoire, PNUD. L'objectif est de permettre aux agents de police de relever le défi de la sécurité et de contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Mamadou Kwasi. Des jeunes surexcités tentent de libérer leurs camarades arrêtés par la police nationale. Une tentative de libération qui va se muer en un affrontement avec les policiers. Mais ce mouvement sera vite maîtrisé par ces policiers grâce à leur intervention pacifique. Nous sommes à un exercice militaire dans la cour de l'école de police. Un exercice pratique pour présenter les acquis de la formation continue reçue par ces policiers dans le cadre de la phase 1 du projet d'appui au renforcement des capacités de la police nationale. Fini donc la phase 1, place à la phase 2 qui va se dérouler sur la période 2017-2019. Toujours avec 3900 policiers qui seront formés sur les droits de l'homme. En clair, il s'agit pour le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement et ses partenaires, dont la JICAD, coopération japonaise, d'améliorer le professionnalisme et de soigner l'image du policier ivoirien.
et repose sur une triple exigence, à savoir consolider les acquis du programme précédent, asseoir les bases de la formation continue de la police nationale et faciliter la transition liée au départ déjà amorcé de la police des Nations Unies. Représentant le ministre d'État Ahmed Bakayoko, l'inspecteur général Cissé Lanciné salue cette action de coopération entre la Côte d'Ivoire et les organismes internationaux. Il soutient que ce projet va renforcer la capacité fonctionnelle et opérationnelle de la police nationale. D'autres services de police ont reçu divers équipements informatiques. Il est prévu la construction de 18 salles de formation continue dans 11 préfectures de police à l'intérieur du pays. Dans les 6 districts de police d'Abidjan, toutes ces salles-là seront équipées en tables, chaises, ordinateurs, vidéoprojecteurs, imprimantes et tableaux. Pour cette phase 2 du projet d'appui au renforcement des capacités de la police nationale, le PNUD et ses partenaires ont offert 2 véhicules de type 4x4 et du matériel informatique et bureautique. Le coût de ce projet est estimé à environ 2 milliards de francs CFA pour la période 2017-2019. Une délégation d'opérateurs économiques de Singapour à Abidjan pour le forum économique organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le président de cette chambre, Touré Faman, est revenu sur l'amélioration du climat des affaires et les nombreuses opportunités à explorer. La mission d'affaires conduite par le ministre d'État, ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour, s'est engagée à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays, estimé actuellement à 18 000 milliards de francs CFA. 80 000 logements sociaux en construction à Songon, zone sud-ouest à Yopougon, dans le nord d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le chantier de 429 hectares, interrompu depuis plusieurs mois, a maintenant repris. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme est allé s'assurer de la reprise des travaux. Claude Isaac D assure que tout est mis en œuvre pour que les travaux soient menés jusqu'à terme. Moussa Konaté. Sur cet espace de 429 hectares à Songon-Kassamblé dans le district d'Abidjan, 80 000 logements sont en construction. Après plusieurs mois d'interruption liée à la purge des droits coutumiers, les travaux ont repris sur le site. Le chantier est désormais ouvert aux opérateurs. Le constat est fait par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Ce site était bloqué depuis pratiquement un an. Donc il était important qu'on puisse discuter. Nous avons discuté avec les villageois, les planteurs, les propriétaires terriens, la chefferie, pour trouver des solutions pour que le site puisse être réouvert, pour que les travaux puissent redémarrer. Le chantier avait été ouvert depuis la fin de notre discussion il y a 15 jours. Donc nous sommes venus voir nous-mêmes et sur le terrain l'évolution des travaux, encourager les promoteurs à accélérer les travaux. Les promoteurs sont donc en pleine activité. Le ministre Claude Isaac D rassure. Tout est mis en œuvre afin que les travaux se poursuivent jusqu'à achèvement. Maintenant que le chantier est ouvert, on a pris l'engagement de mettre en place un groupe de travail comprenant à la fois la chefferie, les propriétaires terriens et les planteurs, pour suivre ensemble l'évolution de ce chantier-là pour que ce chantier puisse vraiment finir dans les délais. Sur les 50 opérateurs immobiliers retenus par l'État de Côte d'Ivoire pour la réalisation de 150 000 logements, plus de la moitié, soit 29, exploitent le site de Songon-Kassamblé. Le chantier de nouveau accessible, on s'attelle à rattraper le temps perdu. Dans le domaine de l'éducation, les indicateurs montrent un accroissement des effectifs scolarisés et une augmentation des niveaux de couverture en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a présenté les résultats des données statistiques scolaires 2016-2017. Parc à se reconnaître. 174 264 élèves enregistrés dans l'enseignement préscolaire en 2016-2017 contre 161 696 l'année précédente. Au primaire, il faut noter 416 745 redoublants, soit une proportion de 11% de l'effectif contre 13% en 2015-2016. 54% des redoublants sont des garçons. Toujours au primaire, en 2015-2016, on dénombre 404 cas de grossesse contre 512 cas en 2014-2015. Dans le secondaire général, 29% des établissements sont publics et accueillent 50,2% des effectifs des élèves. Ce sont entre autres indicateurs exposés par le directeur des stratégies, de la planification et des statistiques d'ISPS au cours de la présentation des résultats des données statistiques scolaires 2016-2017. Nos systèmes éducatifs, au niveau de la qualité ou bien de la couverture, fait beaucoup d'efforts parce que le gouvernement
a décidé que l'émergence passe par le système éducatif ivoirien. La présentation des résultats des données statistiques scolaires 2016-2017 s'est faite en présence des acteurs du système éducatif, des partenaires techniques et en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour que nous ayons un système éducatif de qualité, tout ce qui est entrepris doit être de qualité. Dans toutes les directions, dans tous les services, dans tous les établissements, par tous les acteurs. Et donc, nous apprécions le travail qui est fait. Les résultats des données statistiques scolaires montrent de façon succincte les chiffres globaux et indicateurs clés du système éducatif ivoirien. Transport aérien, une certification IATA vient inscrire l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan au rang des aéroports modernes. La qualité des opérations au sol est maintenant reconnue sur le plan international. Malika Koulibaly. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sur les marches de la modernisation. Dans les mains du ministre des Transports, le carton de la certification ISAGO pour le service de manutention au sol. Une certification obtenue par Nassivoire, agréée par l'État de Côte d'Ivoire pour gérer l'assistance à l'escale et faire du principal aéroport ivoirien un aéroport conforme aux standards internationaux. Il était important pour nous qu'il y ait donc cet audit des opérations au sol pour nous assurer que nous avons une qualité de service au sol qui permet de rassurer les passagers, qui permet de rassurer les compagnies aériennes. Son obtention en décembre 2016 de l'ISAGO, la vérification de la sécurité de l'IATA pour les opérations au sol, s'est faite plus tôt que prévu. Une performance, mais plutôt un défi pour faire de cet aéroport l'un des plus compétitifs d'Afrique. Nous allons continuer à travailler avec le gouvernement et en fait les autorités pour rehausser les prestations et les services au niveau de l'aéroport d'Abidjan. La certification célébrée aujourd'hui s'inscrit dans la vaste réforme de modernisation initiée dans le secteur aéroportuaire selon la vision du président Alassane Ouattara. Rappelons que c'est en janvier 2015 que l'État de Côte d'Ivoire a délégué des services d'assistance en escale à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny au National Aviation Service pour combler les vides créés par la liquidation de Air Afrique. Le Rassemblement des Républicains prépare un pré-congrès et son 3e congrès ordinaire. En prélude à ces deux événements, le secrétariat général du parti a initié une rencontre. En première ligne, donner les grandes orientations de ce congrès ordinaire et adopter une méthodologie pratique. Sidonie Davila. Le Rassemblement des Républicains RDR prépare activement son 3e congrès ordinaire. Mais avant, auront lieu des pré-congrès régionaux éclatés, des événements qui appellent la mobilisation et l'implication de tous les militants. Les membres du secrétariat général, avec eux des secrétaires nationaux ainsi que des instances du parti, ont planché au cours d'un séminaire d'orientation sur l'organisation pratique de ces manifestations. Une telle œuvre doit reposer sur une profonde réflexion pour en cerner les tenants et les aboutissants. D'où l'organisation de ces séminaires, dont l'objectif principal est de préparer les assises afin de remobiliser nos militants et sympathisants pour les enjeux futurs. Les pré-congrès régionaux éclatés vont se tenir du 27 au 30 avril prochain. Quant au 3e congrès ordinaire, dont la date est fixée ultérieurement, se veut un moment décisif pour le futur du RDR. Rencontre du bureau politique de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI. Au menu, le bilan des activités du parti et aussi la mise en place d'une stratégie afin de mobiliser les militants en vue des prochains défis. Godefroy Okambawa et Herman Guivet. Bilan des élections législatives, l'alliance RHDP et analyse de la situation socio-politique du pays sont entre autres les points essentiels abordés au cours de la rencontre du bureau politique de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI. Pour ce qui concerne son alliance avec le RHDP, l'UDPCI reste ouvert aux échanges. Le bureau politique demande au président du parti de maintenir les échanges avec nos alliés
en vue du retour de la cohésion au sein du RHDP, tout en préservant l'intérêt supérieur de l'UDPCI. Mais pour le parti, l'heure est à la remobilisation des militants. Le bureau politique note les avancées enregistrées au niveau de l'implantation du parti au vu du nombre de coordinations installées et invite le secrétariat général à poursuivre l'opération d'implantation par une présence plus assidue sur le terrain afin de remobiliser les militants à la base. Quant à l'analyse de la situation sociopolitique, le parti formule des propositions. Encourage le gouvernement à poursuivre les efforts pour l'emploi, surtout des jeunes, à agir davantage en faveur de la réduction du coût de la vie pour améliorer les conditions des ménages les plus vulnérables en élargissant l'assiette des filets sociaux et en revoyant le niveau de ses appuis. Cette rencontre du bureau politique de l'UDPCI est la première depuis les dernières élections législatives, élections au cours desquelles le parti Arc-en-Ciel a remporté 7 sièges à l'Assemblée nationale. Dans l'actualité internationale, Abdel Fattah al-Sisi à Washington pour une rencontre officielle avec Donald Trump. Le président égyptien a rencontré son homologue américain qui reçoit depuis son entrée en fonction son tout premier président africain. Le président Trump souhaite réaffirmer l'engagement profond et durable des États-Unis envers la sécurité, la stabilité et la prospérité égyptienne. La première phase de la conférence d'entente nationale malienne s'est achevée dimanche à Bamako, au Mali. Aucun consensus sur le statut de l'Azawad. Il a par ailleurs été demandé dans les résolutions de la conférence d'engager des négociations sur un comité d'experts pour le retour de la paix au Mali. Ahmed Traoré, Sidonie Davila. Après 7 jours de débats et travaux, pas de consensus sur la question du statut de l'Azawad, appellation donnée au nord du Mali par les ex-rebelles. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dans son allocution de clôture lors de cette rencontre, a souhaité qu'un comité des experts soit mis en place. Ce comité, selon lui, sera chargé d'élaborer une charte de l'unité et de la réconciliation nationale. La conférence d'entente nationale a toutefois eu le mérite d'avoir réuni les représentants du nord et du sud du pays une semaine durant. Qu'on se retrouve en tant que Maliens pour rebâtir ce que nous-mêmes nous avons détruit. Parce que ce qui est sûr et certain, chacun est responsable d'une partie. D'autres par leur négligence, d'autres par leur complicité, d'autres par leur paresse. Donc que Dieu merci, que tous les Maliens se lèvent et se donnent la main en vue de reconstruire ce qu'eux-mêmes ils ont cassé. Reconstruire ce qui a été cassé, des ébauches de solutions sont proposées. L'Azawad est vraiment, on peut l'utiliser géographiquement, mais que ça ne peut pas être utilisé politiquement ou bien ça ne peut pas comporter une connotation régionale ou séparatiste. Le rapport de la rencontre présente que les deux parties ont obtenu gain de cause, mais le président malien, dans son allocution de clôture, n'a pas donné de date précise pour la suite des discussions. Une explosion s'est produite ce lundi après-midi dans le métro de Saint-Pétersbourg en Russie. Au moins 10 personnes tuées et plusieurs dizaines blessées. Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte pour actes terroristes, la déflagration s'est produite dans un wagon entre 2 stations du centre-ville. Sidonie Davila. L'explosion s'est produite aux environs de 11h GMT dans l'un des wagons se trouvant entre 2 stations d'une ligne très fréquentée. Le bilan fait état d'une dizaine de morts et de plus de 40 blessés. Selon la ministre de la Santé russe, 7 victimes sont mortes dans la rame de métro, une dans l'ambulance et les 2 autres à l'hôpital. Plusieurs artères de Saint-Pétersbourg ont été fermées pour laisser passer des ambulances après l'explosion. Un autre engin explosif aurait été désamorcé dans une autre station de métro. Je suis sorti à la station, il y avait de la fumée, ça sentait le brûler. Tout le monde courait, paniquait et pleurait. Je suis monté par l'escalator, tout le monde remontait. Quand nous sommes arrivés en haut, le gardien de la station faisait sortir tout le monde et nous disait que la station était fermée. Les causes de cette explosion ne sont pas encore connues, mais une enquête pour actes terroristes a été ouverte par les autorités. Le président russe avait affirmé que toutes les hypothèses, y compris la piste terroriste, seraient examinées.
Vladimir Poutine a présenté ses condoléances aux victimes dans une courte intervention télévisée. Ce n'est pas une première en Russie. Le pays a été à plusieurs reprises la cible d'attentats dans ses transports en commun. En 2013 déjà, 2 attentats suicides au sud du pays avaient fait 34 morts quelques semaines avant les Jeux olympiques de Sochi. Voilà pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. La rédaction de RTI 1 vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain.